RMC, After Paris, François Pinet. Salut à toutes et à tous, épisode 7 de l'After Paris, saison 2025-2026. Merci beaucoup de nous écouter en podcast, merci de nous regarder à la télé sur After Foot Télé, vous savez maintenant où nous trouver, c'est sur toutes les télés connectées et puis bien sûr vous pouvez également nous trouver sur YouTube. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés, ils ont été très nombreux pour le dernier épisode, un spécial victoire du PSG à Barcelone. On vous remercie aussi beaucoup pour vos commentaires que vous pouvez laisser sur YouTube. L'After Paris, le podcast pour tous les amoureux du PSG qui ont vibré évidemment sur les chevauchés de Laurent Fournier et de Juan Bernat. Alors si je cite deux latéraux du PSG, c'est parce que c'est un After Paris spécial latéraux, spécial Hakimi et Nuno Mendes. Peut-être qu'on a les deux meilleurs latéraux du monde, c'est la question que l'on va se poser avec Julien Taxis. Salut Julien. Salut François, j'aurais mis Juan Pissorin moi à la place de Bernat à gauche. Alors Sorin, comme je l'ai cité dans un précédent épisode, j'ai pas voulu le mettre, mais je suis d'accord, évidemment, les chevauchés de Sorin. Avec le PSG. Mais voilà, Fournier, c'est aussi ta génération. Magnifique. Fournier, rien à dire. Arrière droit. J'ai pris un arrière droit, un arrière gauche, ouais. Pour pas faire de jaloux. Et avec nous, Saïd Hamda, journaliste que l'on peut retrouver sur Squad notamment, mais aussi sur TikTok. J'ai vu que c'était sur TikTok. Ouais, un petit peu TikTok. J'essaie d'être branché avec ma génération. Salut François. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est un sujet qui me porte vraiment à cœur. Ah oui. J'aime beaucoup. Pouvoir nous en parler, bien sûr, de ces latéraux parisiens, Nuno Mendes, Achraf Hakimi. Pourquoi ce thème ? Alors, parce que tout simplement, on a fait deux débriefs d'après-match de Ligue des Champions contre l'Atalanta. On a fait un débrief donc après le Barça. Et à chaque fois, ce qui ressortait, c'est que les meilleurs joueurs, c'était souvent Hakimi et Nuno Mendes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un épisode spécial sur ces deux latéraux. C'est aussi grâce à Luis Enrique, il faut le dire, parce que Luis Enrique, après le dernier match contre le Barça, eh bien, il a déclaré tout simplement qu'il avait dans son effectif les meilleurs latéraux du monde. Je vous propose d'écouter Luis Enrique. Quand tu joues contre une équipe qui tous les temps prêt comme nous, et tu as des joueurs comme Nuno et Haki qui sont capables de surmonter cette pression avec la conduction ou avec les passes et les appels en profondeur, tu peux préparer les matchs d'une manière meilleure et je suis très content. Je pense que les deux, spécialement Nuno mais aussi Hakimi, on a joué à un niveau excellent. Voilà, ça c'était donc après cette victoire pas de langue de bois, à Barcelone. Pas de fausse modestie. Hakimi l'avait dit avant le match, Lamine Yamal va rencontrer le meilleur latéral gauche du monde, franchement faut le dire, voilà. C'est le cas. Et il le dit, et effectivement ce sont deux hommes très importants dans le dispositif du PSG. On va pouvoir parler de leur rôle, de leur évolution possible, de leur profil, mais forcément la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le PSG a les meilleurs latéraux du monde actuellement ? Saïd. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que la question, elle fait même pas de débat. Aujourd'hui, le PSG a la chance d'avoir et la Ferrari et la Lamborghini. Pourquoi choisir quand on a les deux ? Aujourd'hui, Paris a surtout su les exploiter, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de Luis Enrique, puisque Hakimi a eu sa période de critique au Paris Saint-Germain à son arrivée. Nuno Mendes aussi a été pas mal bridé par le dispositif tactique. Et aujourd'hui, on arrive à tirer le meilleur des deux. Et je pense que aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas d'équipe qui peut se targuer d'avoir aussi fort qu'Hakimi, aussi fort que Nuno Mendes, et chacun dans son rôle, puisque on a souvent tendance à les comparer, à dire que ce sont les deux meilleurs, mais ce sont les deux meilleurs pour des raisons différentes l'un et des raisons différentes pour l'autre. On va en parler justement de leur profil, peut-être un peu différent, et de leur marge aussi de progression s'il y en a une. Je me suis fait une petite liste moi pour essayer de voir si des joueurs pouvaient s'asseoir à la table de Nuno et Hakimi. À droite, j'ai mis Jules Koundé, Dumfries, Frimpong et Trent, parce que Trent, on a souvent dit qu'il avait réinventé le poste avec ses qualités et ses défauts. Et à gauche, honnêtement, je trouve ça encore moins parlant. Gvardiol, Di Marco et Alphonso Davies qui est blessé, mais qui a quand même été un latéral gauche très marquant sur les. En plus, tu cites Gvardiol qui aujourd'hui joue dans l'axe, qui est son poste de prédilection. Donc, c'est vrai résultat, pour moi, aucun aujourd'hui. Alors, bon, j'ai une affection toute particulière pour Koundé, mais qui a un rôle et un profil complètement différent. Aucun ne s'assoit à la table d'Hakimi et Nuno Mendes. Et puis, il y a même une marge assez importante entre ceux que tu viens de citer et Hakimi et Nuno Mendes. Alors, en termes de statistiques, juste depuis le début de la saison, effectivement, Nuno Mendes, 23 ans, buteur contre l'Atalanta, on l'a vu, et contre Lille, donc récemment, avec en plus, maintenant on sait qu'il peut tirer des coups francs directs et les marquer. Un gros match aussi défensif face à Yamal, face au Barça. Et puis Achraf Hakimi, 26 ans, joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique. Forcément, il a participé à tous les matchs. Il n'a pas encore marqué cette saison, Achraf Hakimi, mais passeur décisif pour le but de la victoire contre l'Atalanta également, et contre le Barça, de la victoire contre le Barça, le 2-1. Donc forcément, on se dit qu'avec ces deux joueurs-là,
il peut rien arriver au Paris Saint-Germain. Ce sont des joueurs en plus qui, alors que l'on voit qu'il y a pas mal de blessés au PSG, sont d'une solidité physique assez rare. Il peut rien arriver tant qu'il se blesse pas. Effectivement, on le disait, voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions de repli, même si Luis Enrique bricole souvent à ce poste-là. Faut pas oublier que Lucas Hernandez revient. Digression refermée sur les remplaçants. Il peut rien arriver tant qu'ils sont à ce niveau-là, parce qu'effectivement, le PSG a longtemps cherché un, voire deux latéraux en même temps très efficaces et aussi brillants. Début de l'ère QSI, tu avais Maxwell et il y avait un trou à droite. Ensuite, Maxwell est parti. On a quand même joué une finale de Ligue des Champions. Tu m'as cité Bernat. Moi, je suis pas le plus grand fan de Bernat avec Bernat et Kerrer. Et le résultat, c'est que moi, je me souviens qu'au début de l'ère QSI, Laurent Blanc, moi, je me disais, il manque quoi au Paris Saint-Germain à cette équipe-là pour aller remporter la Ligue des Champions? Il manque un grand gardien et il manque des grands latéraux. Bon, Maxwell, mis à part, qui était déjà là. Là, les deux latéraux, on les a. C'est une équipe championne d'Europe. Et tant qu'ils sont à ce niveau-là, on peut pas dire il peut rien arriver, mais aujourd'hui, oui, c'est le point fort du Paris Saint-Germain, ces deux latéraux. Ouais, clairement. Et Nuno Mendes, on a longtemps été frustré parce que il a été utilisé surtout dans un côté défensif, mais finalement ça lui a aussi peut-être servi parce que c'était un joueur, moi je me souviens de ses 6 premiers mois, il était très brouillon, on sentait pas mal de qualité chez lui, mais aujourd'hui il a une très belle collection de porte-clés, hein. Lamine Yamal 2 fois, Salah aussi une fois, Saka une fois, donc voilà, la collection s'agrandit assez vite et aujourd'hui il a plus ce bracelet électronique. Voilà, moi je disais souvent que Nuno Mendes avait un bracelet électronique, il était obligé de rester dans la même zone et dès qu'il sortait, voilà, on lui disait bip bip, reviens à ta place. Aujourd'hui on lui a laissé beaucoup plus d'espace et il montre qu'offensivement il est capable de suppléer, capable de centrer, capable de frapper de loin. Il tente aussi sa chance de loin. L'année dernière, on n'en a pas parlé, mais il a aussi mis des buts importants. Je pense aussi à Aston Villa. Et de l'autre côté, Achraf Hakimi, qui a encore un profil pour moi un peu plus complet, mais qui bénéficie aussi de beaucoup plus de liberté. On le retrouve souvent dans le cœur du jeu pour apporter le surnombre, et des Vitinha, et des João Neves, et des Fabian Ruiz. On le retrouve souvent aussi dans un poste de faux neuf. Il vient pour créer le surnombre dans la surface. D'ailleurs, le but qu'il marque face à l'Inter Milan, il est littéralement dans la position de neuf. Et parfois aussi, il est un peu ce sort de premier défenseur et premier attaquant où il fait énormément de pressing vers l'avant et qui empêche les relances des adversaires. Donc quand on a ces deux profils-là et qu'on les combine, derrière, c'est normal d'avoir une équipe aussi performante. Il a cherché, justement, c'est ce que tu dis. Il a cherché à les faire se combiner au mieux. On avait le débat, là, je me souviens, en début de saison dernière, est-ce que Luis Enrique bride trop Nuno Mendes au profit d'Hakimi? On s'est même posé la question à un moment si ça pouvait pas un petit peu retarder, coincer la prolongation, même si honnêtement je pense qu'il n'y avait pas que ça, il y avait des histoires aussi de gros sous, mais sur l'utilisation de Nuno Mendes, c'est vrai que ça s'est posé la question. On le voyait souvent rentrer dans la structure à 3 lorsque le PSG défendait. On a vu aussi une évolution là-dessus avec parfois aussi Joao redescendre pour permettre à Nuno de monter. Il a su s'adapter aussi là-dessus, Luis Enrique. Et c'est marrant, tu reparlais du match d'Aston Villa, le match retour qui, je pense, pour tous les supporters amateurs observateurs du Paris Saint-Germain, est un match clé dans la campagne parce qu'on a vu le spectre de toutes les remontadas ressurgir au-dessus du Paris Saint-Germain. Faut pas oublier que ce jour-là, ce sont les deux latéraux qui marquent. Le 2-0, où là tu te dis c'est tranquille et tout, s'il n'y a pas ces deux buts-là, je suis pas sûr que le Paris Saint-Germain reparte qualifié de Villa Park. Et dernière petite chose sur Hakimi, buteur en quart, demi et finale de Ligue des Champions. On en parlait tout à l'heure avec Saïd. À part Neymar et Cristiano Ronaldo, on n'a pas d'autre exemple. D'où notre étonnement commun sur la 6e place. Il a marqué aussi en finale de Coupe de France aussi. Il marque dans les matchs importants. Mais comment expliquer aussi cette facilité à marquer? Il y a peu de gens qui le savent, mais Achraf Hakimi, il a fait sa formation donc à la Fabrica au Real Madrid et il a commencé en tant que numéro 9. Donc cette adresse devant le but, il l'avait en étant beaucoup plus jeune et avec le temps, en arrivant au professionnel, à la Castilla, il a reculé pour finir latéral et exploiter au mieux ses qualités. Mais il est attaquant de formation. Donc quand on voit que sur la saison, il met 15 buts, 16 passes décisives, il fait presque un double-double, moi je suis pas si étonné que ça parce que le joueur a été construit de la sorte et aujourd'hui il arrive à utiliser sa formation. Quand il était bien utilisé, je me souviens de son début de carrière. Alors la Castilla, le Real où il joue pas beaucoup et le Borussia Dortmund. Moi, le Borussia Dortmund, quand je l'ai découvert, j'avais l'impression d'avoir déjà un crack et un joueur. L'expression est parfois un petit peu surfaite, mais joueur générationnel en devenir. Il était sur des bases de double-double aussi au Borussia Dortmund à l'époque, où il était sur du 10 buts, des passes D déjà à l'époque. C'était il y a 5-6 ans. Et il a confirmé aussi à l'Inter Milan, puisqu'à l'Inter Milan, il y avait 3
trois hommes forts, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi quand ils vont chercher le Scudetto. Et à cette époque-là, je crois qu'il est à 7 buts, 11 passes décisifs. Et c'est à la fois un défenseur et un contre-attaquant énorme. Et je pense que ces expériences-là aussi à l'étranger l'ont beaucoup aidé. À Dortmund, il a beaucoup joué dans une défense à 5 avec Lucien Favre à l'époque, qui lui a vraiment donné beaucoup de confiance. Il était dans un rôle de piston. Il était déjà dans un rôle comme à l'Inter aussi. Exactement, à l'Inter aussi. Et quand il est arrivé au PSG, on est repassé dans une défense à 4. C'est ça qui est intéressant. Voilà, on est repassé dans une défense à 4 avec peut-être un schéma tactique qui bride beaucoup plus les qualités d'un ailier. Et c'est quand Luis Enrique est arrivé, et c'est ça que j'aime bien chez cet entraîneur-là, c'est qu'il ne fait pas sa composition en fonction des idées qu'il va avoir, mais plutôt en fonction des profils qu'il détient. Aujourd'hui, on le voit avec d'autres joueurs, avec Mayoulou, avec Fabien Ruiz, comment il les utilise. En fait, il utilise d'abord la qualité de son effectif pour savoir comment il va orchestrer tout ça. Et aujourd'hui, on en voit les résultats au Paris Saint-Germain. Bêtises, il a connu 3 entraîneurs, Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique. Et honnêtement, c'est pas pour taper ni sur l'un ni sur l'autre, que ce soit Pochettino ou Galtier. Moi, j'avais la sensation à un moment que Achraf Hakimi était devenu un joueur banal. Presque à se demander si le Paris Saint-Germain s'était pas trompé sur l'immense prospect qu'on avait vu à l'Inter et au Borussia Dortmund. Et c'est là où je rejoins Saïd sur le fait que, et on le dit tous, et c'est évident, que Luis Enrique l'utilise de manière optimale, tant et si bien qu'on se demande quel poste il pourrait encore investir, celui de numéro 9 et les droits. Alors c'est vrai qu'on le voit partout sur le terrain, on le voit courir beaucoup, ça aussi, c'est une de ses qualités, et ça il en joue aussi, Luis Enrique bien sûr. Mais pour rester justement sur Hakimi, et on va parler bien sûr de Nuno Mendes aussi dans un instant, mais Luis Enrique, il cherche constamment justement à voir comment faire progresser ses joueurs, quelle peut être pour Hakimi la marge de progression, sachant que Luis Enrique, on l'a vu récemment, parfois tenter en cours de match une défense à 3, ce qui permet de libérer encore plus un Hakimi qui se retrouverait dans un rôle de piston. On a vu aussi Hakimi souvent au milieu de terrain, souvent on le voit aussi en numéro 9, tu l'as dit, parfois au cours de match. Donc il y a cette grande liberté laissée à Achraf Hakimi parce qu'il a les qualités pour ça. Mais sur quoi peut-être il peut encore progresser? Allez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut encore mettre dans son jeu pour être encore plus fort? Il y a 2 trucs à mon sens. Peut-être la qualité de centre. On parlait de Trent Alexander-Arnold qui a une main à la place du pied, et c'est vrai que là-dessus, Achraf Hakimi, quand il arrive lancé, il va te mettre un centre en retrait parfait, mais peut-être sur des ballons un petit peu plus lointains, même si encore une fois sur coup de pied arrêté il est pas maladroit. Et alors après, ça aussi on en parlait avant l'émission, sur l'aspect défensif, en fait j'ai tendance à dire qu'Achraf Hakimi est bon parce qu'on ne parle jamais ou très rarement de ses erreurs défensives. Il y a pas, ou très peu de matchs où on a l'impression qu'il a coulé défensivement, mais c'est vrai que la perception est moins claire en fait avec Nuno Mendes. Quand il fait un immense match défensif, on le voit. Quand il se rate, on le voit aussi. Achraf Hakimi, si on n'en parle pas tant que ça, c'est qu'il doit bien faire le taf défensivement, mais il a peut-être pas eu les mêmes clients aussi sur les gros matchs. Peut-être qu'il y a encore une petite marge de progression. Il est peut-être moins dans le duel, ça je ne sais pas. Peut-être qu'il est moins dans le duel. Qu'il y a moins de duels à livrer pour Achraf Hakimi, qui a souvent une liberté totale sur son couloir. Sur ces axes de progression, moi je vais être un peu dans le caprice du roi, disons, parce que c'est un joueur vraiment très très complet. Je dirais qu'il y en a 2. Le premier, Julien l'a cité, c'est sur sa capacité à centrer quand il est en pleine vitesse, à ajuster le centre, à trouver la bonne zone, etc. Même s'il a beaucoup progressé. Contre le Barça, la passe qu'il fait à Ramos. Mais tu vois, c'est claqué à ras de terre. C'est parfait. Le centre à la Kevin De Bruyne. Elle est magnifique. D'accord, vous êtes vraiment dur, les gars. Non, elle est magnifique. On recherche l'excellence. Elle est vraiment parfaitement dans le timing. Il a plus qu'à pousser. Et en plus, elle est mieux que celle qu'il avait faite il y a 2 ans à Kylian Mbappé, un peu trop sur lui. Donc il a progressé sur ce truc-là. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant c'est vraiment le caprice du roi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à corriger côté Achraf. La deuxième, pour moi, pour vraiment avoir analysé le joueur, c'est que quand il est arrêté, il ne prend pas beaucoup d'initiatives pour partir, pour décoller. Au contraire de Nuno Mendes, où quand on lui fait la balle, il a un coup de rein où il dépose en fait son adversaire, alors qu'Achraf Hakimi, il est excellent quand il est lancé, mais quand il est statique, il va plutôt chercher à jouer dans l'axe, à combiner 1-2, etc. C'est une facette aussi de son jeu, mais je pense qu'il a les capacités et la qualité pour prendre la balle et démarrer d'un coup comme Nuno Mendes peut le faire. Donc ce serait pour moi ces 2 petits axes-là de progression, mais vraiment il faut chercher dans le sable, quoi. Voilà. Vraiment gratter. Alors, est-ce qu'il marque de la tête, Achraf Hakimi? Je sais pas, j'ai jamais vu
la tête. Ça va pas là, ça va pas du tout. Il peut pas être au centre à la réception. On ne demande pas un latéral de marquer de la tête. Bon, en tout cas, vous restez avec nous parce qu'on va parler de Nuno Mendes et pas que de la marge de progression. On va parler des grosses qualités de Nuno Mendes dans un instant. On va revenir sur ce que tu disais aussi, Saïd, sur ce changement peut-être dans la tête de Luis Enrique qui a vraiment laissé peut-être plus de liberté aux Portugais. On revient dans cet épisode d'After Paris dans un petit instant. À tout de suite. After Paris, deuxième partie de cet épisode consacré aux latéraux du PSG. Achraf Hakimi, on en a beaucoup parlé. Nuno Mendes avec Julien Taxis et Saïd Hamda. Aujourd'hui, les amis, on va parler de Nuno Mendes, mais pour parler de Nuno Mendes, on va faire parler celui qui le connaît très bien désormais. C'est Luis Enrique. Il en parlait en avril dernier. C'est une réaction qu'on voulait vous faire écouter parce que à l'époque, il y a eu effectivement ce duel face à Mohamed Salah. On prédisait l'enfer à Nuno Mendes et finalement, il a mis l'Égyptien dans sa poche. Écoutez ce que disait quelques semaines plus tard Luis Enrique. Je pense que Nuno Mendes est un avion de chasse, en attaque comme en défense. J'adore les joueurs avec cet état d'esprit, cette personnalité. Peu importe le match, il est toujours prêt, au top niveau, à 100%. Citez-moi un joueur qui ne commet jamais d'erreur, qui ne connaît jamais un jour sans, qui ne soit pas parfois étourdi. C'est un joueur unique. Il est capable d'attaquer, de faire la dernière passe, de marquer, capable de défendre contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Il n'a été battu sur pratiquement aucune action. Si nous cherchons une action où un joueur a fait une erreur, on en trouvera pour n'importe quel joueur au monde. L'état d'esprit de Nuno Mendes et son rendement cette saison, et depuis que je suis là, est remarquable. Voilà, donc on pourrait redire la même chose aujourd'hui, mais là, à l'époque, c'est qu'il répondait quand même à des questionnements sur Nuno Mendes, et notamment au niveau défensif. Là, on a vu que ce joueur-là, défensivement, en 1 contre 1 contre peut-être les meilleurs du monde, il y avait beaucoup moins de problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que le truc qui manque peut-être encore un petit peu, c'est vraiment de la mais c'est encore. Tu veux commencer par les choses négatives? Non, mais la des choses positives. C'est la concentration, parce que regarde le match de Liverpool, le match aller et le match retour aussi. Mais je prends l'exemple du match aller. Clairement, il met dans sa poche Mohamed Salah pendant 80 et quelques minutes. Je crois que Salah sort et le but inscrit par Harvey Elliott vient de son côté. Il était au top max de la concentration pendant le temps où il a dû avoir peut-être son duel le plus compliqué à livrer de la saison dernière. Et puis derrière, il est en retard sur le but. Après, même si c'est œuvre collective sur le but encaissé, parce que je me souviens qu'il y a un ballon dévié. Bref. Lamine Yamal, il y a 10 jours, c'est pareil. Il le muselle sur l'ensemble du match, mais il y a aussi ces 2-3 petits moments dans le match. Le premier carton jaune qu'il prend sur une perte de balle, derrière il fait faute. La faute conjointe avec Fabian Ruiz en seconde période. C'est compliqué de demander ça à un joueur qui livre des duels face aux meilleurs joueurs du monde, mais des fois j'ai la sensation qu'il sort un petit peu et que ça il pourrait peut-être le gommer, mais voilà, on est dans le détail. Moi, je vais être plus indulgent parce que la spécificité du poste de latéral, que ce soit pour Achraf Hakimi ou pour Nuno Mendes, c'est qu'il y a très peu de lucidité parce qu'ils font énormément de courses à haute intensité pour apporter du surnombre offensivement. Donc, ils ajoutent une plus-value et derrière, il faut revenir pour aller défendre. Et c'est vrai que rester 90 minutes concentré alors qu'on a passé son temps à faire le TGV aller-retour, c'est très difficile. Moi, je suis un petit peu indulgent là-dessus. Ils ont aussi besoin d'être suppléés aussi par leur coéquipiers. Donc c'est vrai qu'il y a des trous d'air concernant Nuno Mendes de concentration qui sont très légers, mais aussi il faut se rappeler qu'il n'a que 23 ans. Ouais. Donc à 23 ans, c'est normal que le joueur est encore en construction, il est dans un nouveau pays, c'est le premier pays qu'il fait depuis son départ du Portugal avec le Sporting. Donc je pense que ça, naturellement, ça va se gommer en fait. Très très naturellement, ça va s'effacer et il va devenir un joueur avec beaucoup plus de carrure. Hakimi, on ne parle pas de saut de concentration parce qu'il a 26 ans, mais si on prend peut-être le Hakimi de 23 ans, ces petits défauts-là existaient peut-être. Donc je pense qu'avec le temps et avec l'expérience, tout simplement, aujourd'hui, Nuno Mendes n'aura quasiment plus ce petit déchet d'esprit qu'il a aujourd'hui, mais c'est vraiment très léger. Et puis, alors l'évolution possible aussi, si on se projette un petit peu, alors évidemment, en termes d'arrière-gauche, on l'a dit en début de cet épisode d'After Paris, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans le monde, donc c'est sans doute le meilleur, mais on l'a vu donc rentrer notamment contre Lille alors qu'il était sur le banc des remplaçants pour être ménagé un petit peu plus à la place de Barcola, et donc il a joué vraiment dans ce rôle de milieu gauche voire ailier gauche, ce qu'il a fait aussi en deuxième partie du match contre le Barça, mais là c'était peut-être plus pour le protéger d'un deuxième carton jaune, mais c'est une utilisation
possible aussi de Luis Enrique à venir. C'est bien quand tu n'as plus d'attaquants, puisqu'il n'y a quasiment plus aucun de valide. C'est aussi, par rapport aux blessés du PSG, tu peux utiliser à ces postes-là. Et honnêtement, oui, ils ont tous les deux les qualités. Il a même été demandé, je crois, l'année dernière à Luis Enrique si Hakimi pouvait jouer numéro 9. Enfin, ailier droit, c'est une évidence. Qui n'a jamais mis dans l'entraîneur FIFA, PES, comme vous voulez, Roberto Carlos, Dani Alves, ailier gauche, ailier droit. Ces deux garçons-là sont de la trempe, des joueurs que je viens de citer sur les qualités offensives. Et oui, il l'a fait de par les circonstances contre le Barça, de manière un petit peu plus tactique contre Lille. Oui, c'est une arme et une munition supplémentaire pour Luis Enrique. Ouais, ce sont ce que j'appelle des néo-latéraux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de latéral, il est presque au second plan avec ces joueurs-là, parce qu'ils dominent tellement et que leur équipe a le ballon, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de leur qualité de latéral défensif, mais on a plutôt besoin de leur qualité de latéraux offensifs. Donc aujourd'hui, quand tu as une pénurie à cause des blessures, que ce soit sur le flanc gauche ou sur le flanc droit, c'est plutôt évident de les mettre à ces postes-là. Moi, j'ai l'occasion souvent de poser la question à Luis Enrique. Un jour, je lui ai demandé pour Achraf Hakimi, je lui ai dit, est-ce que vous ne voulez pas le tester en tant qu'ailier? Il y a peut-être de ça un an, il m'avait répondu en me taquinant un peu, mais si je le mets plus haut que ça, il va finir avec les ultras. Et en fait, on se rend compte qu'avec le temps, cette réflexion-là, elle est quand même nourrie par quelque chose, et on sait que c'est une option de plus. Aujourd'hui, on peut dire que dans le turnover, ces joueurs-là peuvent être à des postes offensifs, et Luis Enrique, de toute façon, il le disait, lui, il ne réfléchit pas le foot en termes de poste, il réfléchit le foot en termes d'animation. Donc c'est pour ça que Warren Zaïre-Emery a déjà joué latéral droit, João Neves aussi a déjà joué latéral droit. Il a une réflexion qui est tout autre sur le football, et je pense qu'il est un petit peu précurseur, c'est qu'il joue en fonction des qualités des joueurs, et donc mettre Achraf Hakimi numéro 9 ou mettre Nuno Mendes ailier gauche, c'est pas quelque chose qui est aussi lunaire, et on l'a vu sur le Classico par exemple. Mayoulou, qui est pourtant un milieu de terrain, a joué numéro 9 à la place de Gonzalo Ramos. C'est aussi ça un peu le football, d'être capable de s'adapter à tout schéma tactique. De faire avec ses joueurs, et notamment ses latéraux, et ce côté imprévisible aussi qu'il souhaite du Paris Saint-Germain, ça vient aussi beaucoup des profils de ces deux-là, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, parce qu'on l'a dit effectivement, mais ils sont capables de tout faire. Et c'est là où je voulais quand même vous entendre sur ce profil rare, parce qu'ils sont capables d'avoir ce rôle de latéral où on mange la ligne, mais ils sont capables aussi de jouer avec les autres, de jouer en une touche de balle. Ils sont attirés aussi par le but, ça se sent, que ce soit Achraf Hakimi, ça on en a beaucoup parlé, mais aussi Nuno Mendes, on sent qu'il peut frapper dans des positions dès qu'il peut, il a une bonne frappe de balle, donc ils ont cette capacité de tout faire. Et ça change tout aussi c'est dans le foot moderne. Oui, on parle souvent de Pep Guardiola là-dessus, qui avait mis en place un petit peu ce système-là avec ses latéraux. Je me souviens quand il est arrivé, ça n'a pas bien marché avec les joueurs qu'il avait à disposition. Je ne vais pas forcément les citer. Et puis dès qu'il recrute des Cancelo, des Walker, des joueurs qui sont capables, qui ont cette intelligence pour aller dans le cœur du jeu, pour aller centrer, pour aller marquer. Oui, ces garçons-là sont capables d'à peu près tout faire, et notamment de rentrer dans la densité au milieu de terrain. Notamment, et je trouve plus Hakimi qu'à ce rôle-là que Nuno Mendes. Moi, il y a juste aussi un truc qu'on n'a pas exploré aussi sur ces deux garçons qui ont des qualités tactiques, techniques, de vitesse, mais de physique aussi, qui sont hors normes. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont capables de faire ça. Je ne sais pas ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce garçon. On sait qu'il travaille énormément la préparation invisible. Nuno Mendes, il ne faut pas oublier que ce garçon-là aussi était, je ne vais pas dire perdu pour le football, mais a été absent pendant 8 mois, des gros problèmes musculaires. Physiquement, ce sont des monstres. Et Hakimi, tu connais peut-être certainement mieux la question que moi, Saïd. Physiquement, il a 7 poumons, c'est impressionnant, je sais pas. Ouais, il a un physique de marathonien, on dit souvent, il a 3 poumons, tu le vois à 90e minute faire des efforts comme s'il venait d'entrer en jeu. Et la dimension physique, je voulais en parler, donc tu me fais la transition. Honnêtement, quand on regarde depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain, j'aimerais bien qu'on mette limite 2 photos collées l'une à l'autre de Nuno Mendes arrivé au PSG, Nuno Mendes aujourd'hui, Achraf Hakimi arrivé au PSG et Achraf Hakimi aujourd'hui. On voit que leur ossature physique, il y a aussi l'âge, c'est normal, mais ils ont pris du gabarit. Et quand on voit, tout à l'heure on disait que Nuno Mendes avait mis pas mal d'ailiers dans son Pokédex. Mais quand on regarde aussi dans les duels face à ces joueurs-là, on voit qu'il arrive avec des très gros coups de physique, il arrive à s'imposer, grosse protection de balle. Il y a vraiment une dimension physique où il impose le respect sur son couloir. Achraf Hakimi aussi, surtout depuis qu'il a pris le côté brassard. Je pense que maintenant il est deuxième capitaine en l'absence de Marquinhos, ça lui a donné des responsabilités et un mental
un état d'esprit agressif, mais quand je dis agressif, c'est dans le bon sens du terme. Donc on a 2 latéraux qui sont agressifs et qui font peur aux ailiers parce qu'ils arrivent sur le duel. C'est pas juste des joueurs qui montent et qui apportent de la qualité technique, qui apportent de la vitesse. Non, ce sont aussi des monstres dans le duel physique. Et ça, c'est aussi un paramètre dont on ne parle pas assez, mais qui fait une très très grosse différence. Et quand on voit que physiquement ils sont aussi affûtés, c'est vrai que niveau blessure, Achraf Hakimi, je ne sais même pas à quand remonte sa dernière blessure. Et Nuno Mendes était très critiqué parce qu'il était un peu joueur de cristal quand il venait d'arriver. Aujourd'hui, les blessures, c'est juste un vague souvenir, un mauvais souvenir pour nous. Sur le Pokédex, juste précise, c'est pas le Pokémon, Julien, je précise, c'est Pokémon. Donc c'est Mohamed Salamèche, c'est ça. Voilà, elle est pas mal. C'est ça, c'est Mohamed Salamèche. Elle est très bien. Oui, donc sur ça, pour finir cet épisode, il y a un truc sur lequel je voulais vous entendre quand même, c'est l'évolution du rôle de latéral aujourd'hui dans le foot. Et c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué avec Guardiola, qui a révolutionné un petit peu ce rôle-là. Au départ, les latéraux, c'est avant tout pour défendre, on est bien d'accord, ça c'est dans l'histoire. Ensuite, il y a les Brésiliens qui arrivent, Cafu, Roberto Carlos, années 90, etc., qui sont des vrais latéraux de débordement, mais c'est en gros, je passe, je dédouble, et je reste vraiment sur la ligne. Et avec l'émergence, effectivement, de cette nouvelle façon de penser le football, les latéraux, ils ont un rôle primordial dans un match de foot aujourd'hui. Et donc, ils doivent être capables de tout faire, d'être aussi au milieu de terrain, d'être aussi meneurs, presque meneurs de jeu. Voilà, ça a été fait avec Kimmich, avec Alexander Arnold, etc. Et j'ai l'impression qu'eux, ils sont encore au-delà. Il y a peut-être encore peut-être une révolution. Est-ce qu'on n'est pas encore sur une révolution Luis Enrique au niveau des latéraux? Je ne sais pas. Avec ces joueurs-là. Alexander Arnold, j'ai souvent entendu l'expression il réinvente le poste. Bon, voilà, au final, 2-3 ans plus tard, on se rend compte que c'est pas un flop, mais c'est que la vérité était peut-être un petit peu plus compliquée que ça. Je ne sais pas si on réinvente avec Hakimi et Nuno Mendes le poste de latéral. Je pense qu'on a cette sensation-là parce que ces 2 garçons-là sont uniques. Enfin, tout simplement, pour moi, ce sont des latéraux qui vont rentrer dans le top 10, je pense, de l'histoire des latéraux à 23 et 26 ans, même s'il faut de la constance, bien évidemment. Rester, je pense, je les y enjoins au Paris Saint-Germain pour être dans ce moule et continuer à avancer. Trent et Robertson, il y a 3, 4, 5 ans, on disait que voilà, c'était les meilleurs latéraux du monde, pourquoi pas de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire est un petit peu différente. Pour moi, c'est presque le poste le plus important dans le football moderne. Quand on regarde tous les derniers récents vainqueurs de la Ligue des Champions, ils avaient tous à chaque fois des paires de latéraux exceptionnels. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui permet aussi de submerger une équipe. C'est quand tu as des latéraux qui viennent déferler sur toi et que tu n'arrives pas à les canaliser. Julien disait, est-ce qu'ils vont être dans le top 10 des meilleurs joueurs, enfin des meilleurs latéraux de l'histoire? Pour moi, ils ont déjà cassé la porte du top 10 depuis très longtemps. Ils sont déjà à la porte du top 3. Je suis pas loin de dire qu'Hakimi a déjà presque fini le jeu. S'il va chercher un titre avec son pays, je pense que c'est terminé. Et je crois que c'était pour la première fois que tu aies 2 latéraux de la même équipe dans le top 10 du Ballon d'Or. Tu vois, donc pour moi, la porte du top 10, elle est complètement déjà ravagée. Ils sont dans le top 3. Hakimi, vraiment, je suis à un cheveu de dire qu'il a déjà fini le jeu. Et en ce qui concerne Nuno Mendes, moi j'ai envie de dire, Marcelo, attention, il y a quelqu'un qui souffle dans ta nuque. Ah oui. Attention. Effectivement, Marcelo n'a pas évoqué son nom, mais ça reste grand, pour moi, voilà. Grand latéral gauche. Il faut encore quelques années à Nuno Mendes encore. Ok, bon, on suivra ça. Bien sûr, on suivra le destin de Nuno Mendes et d'Hakimi dans After Paris. Merci beaucoup, Saïd, d'être venu. Avec plaisir. Je rappelle, Squad pour te retrouver, TikTok, voilà, sur toutes les plateformes de jeunes. De jeunes, comme on dit. J'ai dit jeunes, je suis éliminé de la catégorie jeune déjà. Julia, tu seras avec nous quand même. Et puis on prie pour que tu révises tes Pokémon. Oui, les Pokémon, ça c'est bon. Et on prie pour que ces 2 garçons ne se blessent pas. Exactement. On se retrouve pour un nouvel épisode d'After Paris. Pensez à commenter, à liker cet épisode. N'hésitez pas à laisser aussi vos petits commentaires sur YouTube. Et puis, pense à t'abonner pour ne pas rater l'épisode 8 à venir d'After Paris. À bientôt.